Éric Karsenty. Éric Karsenty est depuis 2013 directeur émérite au CNRS. En 2015, il reçut la médaille d'or de cet organisme en reconnaissance d'une double carrière très productive dans 2 domaines très différents. En effet, suite à une thèse en immunologie à l'Institut Pasteur, Éric Karsenty a abordé aux États-Unis un problème de biologie cellulaire fondamental alors peu décrit, à savoir les mécanismes permettant à une cellule de se diviser. De retour en Europe, il a continué à l'étudier, ce thème, au laboratoire européen d'Heidelberg, où il est devenu chef de groupe puis directeur de l'unité de biologie cellulaire et biophysique. Ces résultats spectaculaires lui ont valu, outre une reconnaissance internationale, son élection comme correspondant de notre Académie dès 2002. En 2009, Éric se lance dans un projet planétaire, l'expédition Tara-Océan, qui a fait la une des magazines de la presse écrite ou télévisée. Éric et ses équipiers ont analysé l'écosystème océanique. C'est une toute nouvelle facette de la biologie, Éric, que tu introduis à l'Académie. Bienvenue. Merci Pascal, merci à tous pour cette intronisation dans cette Académie. Je suis très fier d'être ici aujourd'hui. Et donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler un petit peu de morphogénèse. C'est-à-dire que, vous savez, la vie, c'est très compliqué. Il y a des cellules qui ont des formes extraordinairement variées. Les organismes aussi ont des formes très, très, très diverses. Et une des grandes questions qui se posent en biologie, c'est de savoir comment l'information linéaire qui est stockée dans le génome est transformée en 4 dimensions, en fait, en 3 dimensions spatiales et aussi il y a une dimension temporelle. Alors évidemment, un peu par hasard, je me suis retrouvé justement dans le laboratoire de Marc Kirchner en 1981, où il travaillait sur le cycle cellulaire et la division cellulaire. Et je me suis aperçu qu'en fait, le cycle cellulaire, c'est un modèle extraordinaire de morphogénèse, parce que les cellules changent de forme. Elles peuvent avoir différentes formes quand elles ne se divisent pas, mais avant de se diviser, elles s'arrondissent. Et le noyau se dissout et un fuseau mitotique s'assemble. C'est une machine de tubes qui ségrège les chromosomes, qui distribue les chromosomes aux cellules filles. Et donc, j'ai décidé d'essayer de comprendre comment ça marchait. Il y a 2 aspects à cette question. Il y a un aspect temporel qui est qu'est-ce qui détermine la période du cycle cellulaire? Est-ce qu'il y a un oscillateur dans ces cellules? Et la deuxième question, c'est comment cet oscillateur change l'état du cytoplasme de telle sorte qu'on fasse un noyau en interphase et un fuseau mitotique pendant la division cellulaire. Alors, c'était une longue histoire. Quand je suis rentré, donc j'ai commencé à découvrir ça dans le laboratoire de Marc aux États-Unis, puis je suis rentré à l'EMBL, et avec les étudiants, des postdocs, et puis beaucoup de collègues dans d'autres pays aussi, on a commencé à travailler sur le cycle. Il s'est avéré que le cycle, si vous voulez, c'est un oscillateur biochimique, en fait, qui est basé sur des phénomènes de réaction avec des boucles de rétroaction positives et négatives qui ont des constantes de temps qui font qu'en fait, on peut comprendre comment la période du cycle est déterminée, à la fois d'un point de vue biochimique, mais aussi quantitativement avec des équations qui décrivent l'ensemble de ce système. Une des beautés de cette chose, c'est que la molécule principale qui est impliquée dans la période du cycle, c'est aussi celle qui induit le changement d'état du cytoplasme. Et donc le cytoplasme, toutes les molécules qui sont dans la cellule, en interphase, s'auto-organisent en un noyau et une structure interphasique, et en mitose, en un fuseau mitotique qui est capable de ségréger les chromosomes. Donc j'ai essayé de comprendre, la deuxième chose que j'ai essayé de faire, c'était de comprendre comment le fuseau mitotique s'assemble. Et là, c'est un vrai problème de morphogénèse. Et on s'est aperçu, alors moi, ce qui m'intéressait, c'est d'essayer de voir, parce que je pense, toutes ces questions, évidemment, quand on est biologiste, on essaye de penser surtout aux molécules. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est d'essayer de comprendre les bases physiques de ça, s'il y a des principes physiques qui sont derrière. Et donc, j'ai travaillé avec des collègues, Stan Leibler en particulier, puis des étudiants à lui, et puis d'autres étudiants dans mon labo. Et on s'est aperçu que, si vous voulez, le fuseau mitotique, c'est un mélange d'équations de réaction-diffusion et de comportement collectif des molécules qui est responsable de l'assemblage du fuseau. Et en plus, c'est les chromosomes eux-mêmes qui induisent l'assemblage du fuseau de microtubules qui ensuite va séparer les chromosomes pendant la division cellulaire. Donc c'est d'un point de vue philosophique, j'ai beaucoup aimé ça parce que, si vous voulez,
c'est vraiment un phénomène auto-organisé. Il y a vraiment une auto-organisation d'une structure dissipative. Et en fait, c'est l'objet qui doit être sur lequel la machine qui l'induit est capable d'agir. Donc il y a une circularité dans la chose qui est très importante et intéressante en biologie, d'un point de vue biologique. Donc ça, si vous voulez, c'était tout le travail qui m'a beaucoup intéressé en biologie cellulaire. Et une dernière conséquence de ça, si vous voulez, c'est qu'on peut se poser la question de la fonction, parce qu'en biologie, la notion de fonction est quelque chose de très important. Or, on peut très bien assembler un fuseau sans chromosome, ce fuseau n'aura pas de fonction. Mais si c'est les chromosomes qui induisent l'assemblage du fuseau, le fuseau composé de tubes acquiert une fonction. Donc la fonction est contingente, si vous voulez. S'il n'y a pas de causalité réelle, c'est quelque chose qui émerge. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît bien dans les systèmes auto-organisés, mais là, on a pu le démontrer d'un point de vue moléculaire et physique en biologie. Alors évidemment, toute cette complexité, d'où elle vient? On existe aujourd'hui en 2018, ici, on est tous très compliqués. On est composé de 20 000 gènes, mais on sait qu'on peut faire une cellule avec seulement quelques centaines de gènes. Par exemple, les cellules bactériennes très simples ont quelques centaines de gènes. Quand la vie a commencé dans les océans, probablement il y a environ 4 milliards d'années, et évidemment, toute cette complexification, elle s'est produite dans les océans. C'est-à-dire qu'il y a des organismes ça a commencé par une cellule assez simple, puis tout a interagi, les génomes se sont complexifiés, etc. Et on a abouti à la complexité qu'on connaît aujourd'hui. Donc l'expédition Tara-Océan, si vous voulez, que j'ai organisée, il y avait deux buts. Un but, c'était de caractériser la diversité planétaire des organismes dans nos océans actuellement, et aussi de caractériser la complexité génétique de notre planète, hein, et d'essayer d'utiliser ces données pour mieux comprendre l'origine de la complexité qui existe aujourd'hui. En fait, ça a très bien marché, c'est-à-dire qu'on a caractérisé à peu près 40 millions de gènes bactériens, plus de 100 millions de gènes eucaryotes. Les gènes bactériens, on est à peu près en saturation. Les gènes eucaryotes, on est très loin de la saturation. C'est-à-dire qu'il y a probablement beaucoup plus de 100 millions de gènes eucaryotes. Donc, si vous voulez, je pense qu'on ne sait quasiment rien des mécanismes qui ont conduit à la complexification de la vie sur Terre depuis son origine jusqu'à maintenant. Et il y a un champ de recherche complètement neuf à utiliser maintenant dans ce domaine-là. Il y a plusieurs mécanismes, à mon avis. Il y a évidemment des mécanismes moléculaires qui sont très importants pour la complexification des gènes, mais évidemment les interactions cellulaires, c'est-à-dire les symbioses. On l'a vu dans Tara-Océan, il y a énormément d'interactions entre les différents organismes, et 80% des organismes sont dépendants les uns des autres pour exister. Donc, si vous voulez, un écosystème, c'est vraiment l'océan, je pense, ça a été une espèce d'immense machine à mélanger la vie et qui a permis la complexité que nous connaissons aujourd'hui. Alors, évidemment, après, ça a continué à se complexifier sur Terre, et puis pour les métazoaires, etc. Bon, il y a eu d'autres mécanismes, mais je pense que, voilà. Donc, en gros, si vous voulez, j'ai été intéressé par les questions de morphogénèse et de complexité. C'est de la biologie, mais c'est aussi un peu de la physique quelque part. Hein. C'est des problèmes de... Alors évidemment, tout ça s'est fait avec beaucoup de gens, des collègues dans mon laboratoire, des chercheurs, mais aussi beaucoup de collègues dans le monde entier. Et c'était, pour moi, cette expérience scientifique, c'était une expérience extraordinairement humaine et très très riche. Et je pense que les scientifiques, c'est quand même une communauté assez spéciale et il faudrait qu'on ait un peu plus d'impact sur le reste de notre société. Voilà, je voudrais aussi remercier évidemment ma famille qui a dû supporter mes humeurs, mes doutes, mes stress. Donc voilà, merci à tous.